Bonjour, bienvenue. Vous écoutez le 11e épisode de Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font ce magazine. On vous fait passer de l'autre côté du papier glacé et on vous dévoile les dessous, les coulisses, les anecdotes de nos reportages. Moi, c'est Leia Santacroz et n'en déplaise au corona, on file au Mexique, dans l'état de la Baja California, la Basse-Californie. Faut imaginer une péninsule de 1200 km, une langue de terre sauvage et aride qui fend le Pacifique, à découvrir en texte et en images dans le magazine Géo du mois de décembre. Pour en parler, je reçois l'auteur de ce reportage, Emmanuelle Stills. Enfin, je reçois non, elle est avec moi confinée à Paris, elle à Mexico, où elle vit depuis bientôt 13 ans. Elle est belge, elle est journaliste et elle est correspondante pour Libération, Radio France, la RTS et la RTBF. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Léa, merci pour ton invitation au podcast de Géo. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. Emmanuelle, je te propose qu'on joue à Retour vers le futur. On va se replacer en février 2020, quand l'épidémie est encore relativement cantonnée en Chine. Et toi, à ce moment-là, t'es en plein road trip pour Géo, 8 jours sur la route dans cette péninsule tout en longueur qu'est la Basse-Californie. Alors, The American California, on voit à peu près à quoi ça ressemble. La Baja California mexicaine, beaucoup moins. Est-ce que tu peux nous planter le décor? C'est comment là-bas et en quoi est-ce que c'est vraiment un État à part au Mexique? C'est vrai que la Basse-Californie mexicaine est en réalité la Californie originelle, l'ancienne Californie pour les conquistadors espagnols. Et la Nouvelle-Californie, c'est ce qui est actuellement la Californie américaine, qui appartenait autrefois au Mexique, mais qui a été cédée lors de la guerre entre les Mexicains et les Américains, qui a été cédée aux États-Unis. Et elle est beaucoup moins connue que la Californie, qui, elle, a conservé justement ce nom de Californie tout court, alors que la Basse-Californie, qui est en réalité l'ancienne Californie, la première Californie, a cet adjectif de Basse-Californie. Et c'est une région, je dirais, qui est non seulement méconnue au niveau mondial, disons, mais aussi au Mexique. C'est-à-dire que c'est une péninsule. Le Mexique a deux grandes péninsules, celle du Yucatan au sud-est et celle de la Basse-Californie au nord-ouest. Et celle du Yucatan est beaucoup plus touristique. C'est une région beaucoup plus fréquentée avec les grandes stations balnéaires qu'on connaît de Cancun, Playa del Carmen et puis les sites archéologiques mayas, qui attirent énormément de touristes, en tout cas dans cette époque pré-pandémie et peut-être après la pandémie aussi. Mais la Basse-Californie, c'est une région qui est très peu explorée par les Mexicains eux-mêmes. Et c'est une région où qu'on pourrait qualifier de désertique, non seulement par ses paysages, mais aussi par son atmosphère dépeuplée, désolée. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'agglomérations, de noyaux de population en Basse-Californie, que la population se concentre en fait dans les grandes villes du nord, les grandes villes frontalières avec les États-Unis, notamment on pense à Tijuana, mais il y a aussi Mexicali, la capitale de la Basse-Californie du Nord, et c'est une région qui est tellement grande qu'elle se divise en deux États. En fait, il y a la Basse-Californie du Nord et la Basse-Californie du Sud, et là aussi, au sud de la péninsule, il y a davantage d'habitants avec certaines stations touristiques qui sont un petit peu plus connues, notamment des Américains, Los Cabos et puis la ville de La Paz, qui est aussi une des plus grandes villes de la péninsule. Mais entre l'extrême nord, entre la frontière et la pointe sud, on peut traverser des centaines et des centaines de kilomètres sans pratiquement voir personne, en fait. Et ce qui est très intéressant dans cette région, c'est qu'il n'y a pas, en tout cas pas sur la plus grande étendue, disons, il n'y a pas de circuit touristique. Les circuits touristiques se concentrent au sud ou éventuellement dans la région vinicole au nord, près de Tijuana. Mais sur l'étendue, en fait, c'est pratiquement sur 1000 km, il n'y a pas de circuit touristique, pas de chemin balisé. Et chaque route est une aventure. On peut bifurquer partout et vivre une aventure incroyable avec des paysages qui sont toujours très... j'ai envie de dire existentiel, parce que les paysages désertiques, pour moi, c'est des paysages qui amènent à la réflexion, à la méditation. Et de toute façon, qu'on soit
sur l'autoroute, parce qu'il y a une autoroute qui traverse la péninsule du nord au sud, mais qu'on soit sur l'autoroute ou sur n'importe quelle route, on est presque toujours au milieu de nulle part en Basse-Californie. Par ce côté justement désolé, perdu, désertique, et voilà, il y a toutes sortes de dimensions après dont on peut parler si tu veux, Léa. Il y a le désert qui est pas du tout un paysage ennuyeux, mais qui est un paysage en réalité extrêmement varié, avec des milliers d'espèces de cactus différentes, que ce soit en forme, en taille, des formes totalement improbables. Ça va du cactus minuscule au candélabre qui fait plus de 20 mètres de haut, des cactus avec des petites fleurs roses, des chandelles bleues. Voilà, rien que l'aspect cactus est merveilleux, mais la mer aussi. Il y a toute une palette de couleurs et c'est pas la même mer et pas la même couleur et pas la même ambiance qu'on soit du côté Pacifique ou du côté de la mer de Cortés, qui est en fait, on l'appelle en français la baie de Californie, donc entre le Mexique et la péninsule. Mais en plus de cela, il y a aussi ce qui, moi, m'a toujours semblé une sensation très saisissante, en fait, c'est l'arrivée dans les oasis. Il y a une infinité d'oasis qui parsèment la péninsule, et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment merveilleux d'être sur cette route qui parcourt le désert, et puis de tout à coup plonger dans une oasis et dans une végétation absolument luxuriante et complètement différente encore que peut être celle du désert. La route, parlons-en. Toi, t'es partie tout en haut, de Tijuana à la frontière, et t'as roulé le long de cette route donc qui traverse la Basse-Californie, la transpéninsulaire. Ça fait combien de bornes avalées en 8 jours pour ce reportage ? Alors, on a fait en 8 jours pratiquement 1800 kilomètres. Je dis on parce qu'en réalité, j'ai pas fait cette route toute seule. Notamment pour le fait de ne pas avoir à conduire sur d'aussi longues distances et dans une région aussi isolée. J'ai convaincu une amie de m'accompagner dans ce reportage, une amie qui est elle-même journaliste, Laurence Cuvillier, qui est la correspondante de France 24 au Mexique depuis plus de 10 ans. Et donc voilà, on a passé, et puis aussi pour le côté vivre cette aventure, eh bien, c'était beaucoup plus enrichissant aussi de le vivre avec une amie qui est elle-même journaliste et qui avait elle-même son regard sur les rencontres qu'on faisait, sur les paysages qu'on traversait, et c'était intéressant d'échanger aussi dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, nos conversations ont été très marquées, et tu le mentionnais à l'instant, Léa, par justement les débuts, les prémices de la pandémie de coronavirus, parce que je me souviens que beaucoup de nos conversations dans la voiture tournaient autour de ce sujet-là, et on se demandait à ce moment-là ce qui pouvait se passer au Mexique. Donc je rappelle, on se reporte à ce moment-là en février 2020, et il n'y avait pas encore, juste avant, en fait c'est vraiment juste quand on est rentré de notre voyage que le premier cas de coronavirus a été déclaré officiellement au Mexique. Mais avant ça, on ne savait pas encore si le Mexique serait touché. On pressentait évidemment que ce serait le cas, mais il n'y avait pas encore... mais notre voyage était déjà un petit peu baigné par cette atmosphère pré-coronavirus au Mexique. Mais ça ne vous a pas empêché de le faire. Et c'était moins risqué de le faire à deux, c'est ça ? Oui, disons que effectivement, il faut préciser que la Basse-Californie n'est pas une région particulièrement touchée par la violence endémique qui règne au Mexique. C'est vrai que le nord du Mexique est globalement une région où il y a beaucoup d'affrontements, que ce soit entre les cartels, les groupes du crime organisé, ou entre les cartels et les forces de sécurité mexicaines. Mais la Basse-Californie a été quelque peu préservée, dans tous les domaines elle a été préservée, disons, que ce soit du tourisme, de la pollution, mais aussi, par exemple, de cette violence. Alors, il y a eu des flambées de violence dans certains endroits de la Basse-Californie. Évidemment, Tijuana est une ville très violente, mais voilà, un petit peu à part, puisqu'elle est sur la frontière avec les États-Unis. Mais dans l'ensemble, la péninsule, c'est une région où il est plutôt très sûr de voyager, et notamment cette route ne pose pas spécialement de problème quant au fait de voyager ou de voyager seul. Mais c'est vrai qu'au Mexique, nous, en tant que journalistes femmes, on a effectivement pris cette habitude, par connaissance du contexte global dans lequel le pays est immergé, de ne jamais voyager seul, de ne plus voyager seul, parce que ça se faisait avant, mais de ne plus voyager seul à travers ce pays. Et là, disons que le fait de voyager à deux, c'était aussi pour couvrir donc cette longue distance, et pas seulement pour des questions de sécurité.
Et le fait d'être 2 femmes, ça vous a valu des remarques assez cocasses pendant le reportage. Oui, ça nous a valu des commentaires. Disons que il y a un autre phénomène endémique au Mexique, c'est le machisme, qui est très ancré dans la société et dans les mentalités, et notamment dans les mentalités des forces de sécurité. Et même si, donc je disais, c'est une région relativement sûre, mais il y a quand même, c'est généralisé dans le nord du Mexique et dans le Mexique en général, à travers le Mexique, il y a des barrages en fait militaires, de contrôle militaire, donc qui vérifient toutes les personnes qui voyagent sur les routes, qui font des contrôles, qui font à la fois des contrôles d'identité et puis qui fouillent éventuellement les véhicules s'il y a une suspicion qu'on puisse transporter des armes ou de la drogue. Mais donc on est passé plusieurs fois par un même barrage qui se trouvait à la hauteur de Guerrero Negro, là où on était allé voir les baleines grises. Donc là on se situe vraiment au centre en fait de la péninsule, sur la frontière entre la Basse-Californie du Nord et la Basse-Californie du Sud. Et on est passé plusieurs fois sur cette route où il y avait ce barrage militaire, et à chaque fois on tombait sur un groupe de militaires différents qui nous demandaient: mais qu'est-ce que vous faites? Vous voyagez seul sur la route? Est-ce que vous êtes mariés? Alors comme si une femme ne pouvait pas se valoir par elle-même au Mexique, elle devait être mariée, elle devait appartenir à dépendre d'un homme. Et alors la question suivante, c'était, parce qu'on répondait oui, nous sommes mariés chacune à un Mexicain. Et la question suivante, c'était: mais où sont vos maris? Pourquoi est-ce que vos maris ne vous accompagnent pas pendant ce voyage? Et donc, c'était un petit peu rocambolesque de se retrouver toujours confronté à cette question qui, à la fois, nous révoltait, et puis finalement, voilà, on a décidé de le prendre par l'humour et en leur renvoyant. C'est-à-dire qu'il faut faire un petit peu attention, parce que l'impertinence avec les militaires mexicains n'est pas très appréciée. Donc, on pouvait difficilement leur répondre de manière sarcastique, mais on a quand même essayé subtilement de les amener à voir ce que leurs questions avaient de problématique, et voilà, et ça les faisait sourire et hausser les épaules en même temps, parce qu'on leur disait: mais écoutez, c'est un petit peu dommage que vous demandiez à les femmes si elles sont mariées, comme si les femmes ne pouvaient pas voyager seules. Mais ça ne les a pas tellement interpellées. Je pense que nos petits commentaires ne les ont pas beaucoup touchés. Et vous n'étiez pas à bord d'un 4x4, je précise. Non, nous n'étions pas à bord d'un 4x4, ce qui est pourtant recommandé pour voyager sur les routes de Basse-Californie, parce qu'on se retrouve souvent soit sur des chemins de terre, soit sur des pistes en sable, soit sur des routes qui sont un petit peu rocailleuses. Mais nous avions une simple voiture, on avait simplement vérifié que le châssis soit suffisamment élevé pour pouvoir passer sur des routes un petit peu compliquées, difficilement praticables, mais ça passait parfaitement en fait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, un petit peu moins, j'avais fait un voyage en Basse-Californie où à ce moment-là, le 4x4 était indispensable, parce que les routes étaient encore couvertes de grosses pierres à certains endroits, surtout quand on voyage dans certains coins de la Sierra. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que donc toute la péninsule en fait est traversée par une sierra qui peut, avec des paysages montagneux, donc qui peuvent atteindre plus de 1000 mètres d'altitude. Donc il y a certaines routes sinueuses qui sont des routes de montagne et qui sont parfois en très très mauvais état, mais j'ai constaté que l'état des routes s'était considérablement amélioré ces dernières années en Basse-Californie, et certains chemins de terre avaient d'ailleurs été aménagés, soit à des routes qui étaient asphaltées directement et qui n'étaient pas il y a quelques années, soit des chemins de terre qui ont été améliorés, où la route a été un petit peu compactée, la terre a été un petit peu compactée pour faciliter l'accès. Malgré l'amélioration de l'état des routes, on comprend à la lecture de ton article et à t'écouter que c'est un état qui est resté relativement sauvage, avec des coins parfois sans réseau, des coins sans internet, ce qui a d'ailleurs valu à vos proches quelques moments de frayeur. Bref, des coins très isolés. Mais qui vit là-bas ? Oui, effectivement, il y a des endroits où non seulement on est au milieu de nulle part, mais en plus on est coupé du monde. Et on ne s'y attend pas forcément. C'est-à-dire que nous, un jour, c'est vrai que ça nous a pris par surprise. On s'est lancé vers un petit port que nous avaient recommandé donc les photographes qui illustrent l'article, dont les photos sont publiées dans Géo, qui nous avaient recommandé d'aller dans un petit port qui s'appelle le Puerto de Santo Tomás. On n'avait pas réalisé que cette route de terre, en fait, ça prenait plusieurs heures pour y arriver, qu'il n'y avait pas d'éclairage. On s'est retrouvé dans le noir, au bord de la mer. C'était assez amusant, en fait, comme situation, enfin a posteriori amusant.
parce qu'on a rencontré des habitants du coin qui étaient voilà, qui rigolaient parce que on passait notre temps à regarder l'écran de nos téléphones portables, et eux nous disaient mais arrêtez de regarder votre téléphone, il n'y a pas de réseau ici, il y a ni internet, ni téléphone fixe, ni réseau téléphonique portable, il y a absolument aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur. Et c'est vrai que ça a valu une petite frayeur à nos proches, parce que à un moment donné ils ont pensé qu'on avait disparu en fait, et ça c'est bon, de nouveau lié au contexte un petit peu compliqué qu'il y a au Mexique. Mais voilà, nous étions en sécurité avec dans ce village où il y avait en réalité surtout des pêcheurs qui vivaient, une poignée de pêcheurs, et aussi tout le long des côtes de Basse-Californie, les habitants qu'on croise le plus souvent, c'est aussi tout simplement des retraités américains en fait qui viennent beaucoup, certains de Californie ou des États du sud des États-Unis, et qui trouvent que la Basse-Californie est un paradis par rapport aux États-Unis, et qui aiment, voilà, qui préfèrent l'ambiance du Mexique et passer leur retraite au Mexique dans des endroits perdus plutôt que de rester aux États-Unis. Mais donc les gens en général qui vivent en Basse-Californie, mais c'est soit alors la terre n'est pas très fertile, la plupart des terres sont relativement arides. Il y a une région, la zone de la vallée de San Quintín, qui est une région agricole, qui est couverte de serres. C'est pas des paysages forcément très harmonieux. Donc là, c'est une zone agricole, les gens vivent de l'agriculture. Sinon, en général, les gens vivent de la pêche, et puis aussi du tourisme. Alors c'est un tourisme assez limité, vraiment, qui se concentre dans la zone nord ou dans la zone sud, mais il y a aussi une partie de la population qui vit du tourisme, et notamment, je sais pas comment décrire ça, c'est une course, un rallye en fait de voitures qui s'appelle Barra 2000 et qui traverse la péninsule chaque année, et donc qui traverse en fait la route, qui passe par la route transpéninsulaire, donc l'autoroute, et c'est l'une des grandes attractions en Basse-Californie, et les gens vivent, enfin ça apporte, disons, une certaine quantité de touristes dans ces zones un petit peu perdues en fait. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué en particulier et que t'es pas prêt d'oublier? Oui, évidemment, il y a une infinité de rencontres qui m'ont marqué, mais j'ai envie là d'en mentionner 3 assez rapidement. Dans la région du Nord, cet épisode qui est mentionné dans le reportage, c'est notre visite en fait dans un centre d'écotourisme qui a été créé par une des dernières communautés autochtones qui survit en Basse-Californie. Les peuples autochtones en Basse-Californie actuellement sont représentés par environ 1 millier de personnes. Et il reste 5 peuples autochtones. Et un de ces peuples s'appelle les Kumeyaay. Et donc on a visité leur centre d'écotourisme à San Antonio Nequa. Et là, on a rencontré une femme qui nous a marqué, parce qu'elle a été particulièrement fière et émue de décrire son appartenance à un peuple originel. C'était une rencontre qui m'a beaucoup touchée par la fierté qu'elle manifestait. C'est une femme pourtant robuste, qui était habillée pratiquement en cow-boy, avec des bottes, un jeans, une démarche chaloupée. Et on n'aurait pas attendu, en tout cas moi j'aurais pas attendu d'elle qu'elle montre cette émotion justement par rapport à sa famille, et elle nous racontait à quel point ses parents lui avaient transmis cette fierté d'appartenir à ce peuple, et justement via ce centre d'écotourisme qui est vraiment coincé en fait entre plusieurs grands domaines vinicoles. On parle de la vallée de Guadalupe, qui est une région vinicole importante, l'une des plus importantes au Mexique, et c'est une toute petite communauté, un petit village très paisible, vraiment un monde de silence, avec des arbres fruitiers. Enfin, c'est un endroit absolument charmant et bucolique, et qui est coincé vraiment dans cette espèce d'industrie touristique florissante qui s'est construite dans cette région vinicole. Et ce centre d'écotourisme a pour but de transmettre les différentes facettes de la culture des Kumeyaay, que ce soit leur gastronomie, leur culture, leurs croyances, toute la culture qu'ils entretiennent par rapport aux plantes médicinales. Voilà, c'était un endroit qui m'a touchée, notamment via cette rencontre. Et puis il y a aussi eu
dans l'oasis de San Ignacio, donc on est au centre de la péninsule, un cueilleur de dattes. Donc dans cette oasis de dattiers en fait, qui a une grande production de dattes qui est envoyée en fait dans tout le Mexique. On a voulu s'aventurer donc avec Laurence dans cette oasis, dans cette palmeraie. Et on est tombé sur un cueilleur de dattiers qui nous a dit mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez vous perdre, c'est extrêmement dangereux. Et nous, avec notre mentalité complètement déformée de journalistes qui comprennent que les dangers au Mexique, c'est les fusillades, les dangers liés au narco, etc. On avait pensé qu'il parlait de dangers véritables. Alors on dit, mais en quoi est-ce que c'est dangereux ici? Il dit, mais il y a des moustiques, et puis il peut faire froid, si vous vous perdez, vous n'allez pas retrouver la sortie, et puis tout à coup, vous allez vous retrouver le soir, il va faire froid. Alors ce monsieur, quand il parlait de froid, il parlait quand même de température qui avoisine le soir les 20 degrés. Donc Ah oui. on a eu il y a eu un petit décalage de communication entre lui et nous à un moment donné où on pensait qu'il évoquait des dangers réels et lui en fait était dans son univers particulier de San Ignacio, inconscient pratiquement des dangers qui guettent le reste du Mexique. Et puis la troisième rencontre qui moi m'a aussi touchée, c'était une dame Guadalupe, c'était aussi dans une oasis, mais alors là pour le coup complètement perdue parce qu'elle ne se trouve pas sur la route transpéninsulaire, mais il faut faire un énorme détour en passant par des routes sinueuses dans la Sierra pour arriver dans les oasis de La Purissima et Comondú. Et en fait, il y avait une dame, ce sont des villages extrêmement paisibles, imaginez la chaleur de midi, personne dans les rues, ces rues avec ces belles petites bâtisses coloniales, les trois quarts des maisons qui ont l'air abandonnées. Et tout à coup, une dame qui sort sur le pas de sa porte, qui nous voit et qui est tellement surprise de voir des étrangères arriver dans son village, qu'immédiatement, elle nous invite à manger, elle nous fait visiter sa maison, elle nous invite à revenir chez elle et elle nous parle de la façon dont elle vit isolée du monde, dont elle vit très bien d'ailleurs parce que elle aurait beaucoup de réticence à vivre dans une grande ville et cette dame qui nous dit mais ici vous savez on vit tellement bien qu'on arrive tous à dépasser les 100 ans en fait. Laissons les humains de côté si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous parler des animaux qui vivent en Basse-Californie? Je pense notamment aux baleines que tu as eu la chance d'observer de très très près. Oui, en effet, les baleines, c'est la grande rencontre spectaculaire qu'on peut faire en Basse-Californie. On peut observer plusieurs types de baleines en Basse-Californie, mais disons les plus faciles à observer et surtout celles qui sont les plus faciles à approcher, ce sont les baleines grises. En fait, en Basse-Californie, dans les années 70, le gouvernement mexicain a créé les 2 premiers refuges de baleines grises. Donc, plusieurs décennies après la prohibition de la chasse aux baleines. Alors, les Mexicains n'ont jamais chassé les baleines, mais il y a toujours eu des baleiniers qui venaient des États-Unis pour chasser les baleines. Et c'était au large de la Basse-Californie, les côtes de Basse-Californie étaient une zone très fréquentée par les baleiniers. Il y a eu une intense chasse aux baleines pendant un siècle, ou plus d'un siècle. Et pour récupérer, après la prohibition, à partir des années 30-40, pour récupérer ou pour rétablir la population de baleines grises, il y a plusieurs programmes de protection qui se sont mis en place. Et ces 2 premiers refuges au monde de baleines grises qui ont été créés dans les lagunes de San Ignacio et les lagunes de Ojo de Liebre, donc à Guerrero Negro. On est toujours au centre de la péninsule. En fait, pourquoi on appelle ça des refuges ou des sanctuaires, on dit aussi au Mexique, parce que ce sont des zones de reproduction, ce sont les zones où les baleines grises émigrent depuis la mer de Bering, depuis l'Alaska, chaque année, en hiver, pour venir se reproduire et pour venir mettre bas. Et donc, ce qui est très amusant, c'est que les guides qui amènent donc des
tout petits groupes de touristes, ce sont des petites embarcations, s'approcher des baleines grises dans ces 2 lagunes, insistent beaucoup sur le fait que ces baleines sont mexicaines, parce que pendant tout un temps, on avait l'habitude de dire les baleines viennent d'Alaska, les baleines viennent des mers du Nord pour se reproduire au Mexique. Et il y a eu cette espèce tout à coup de revendication de la part des Mexicains de dire mais elles ne viennent pas d'Alaska, elles sont mexicaines, puisqu'elles sont nées ici, ce sont des baleines mexicaines. Donc voilà, ça c'était une petite anecdote qui m'avait fait sourire. Et c'est vrai que l'expérience de pouvoir s'approcher des baleines grises, pour moi, c'est une expérience absolument exceptionnelle que j'ai déjà vécue. Enfin, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises depuis que je vis au Mexique, depuis 13 ans. Et à chaque fois, c'est le même émerveillement. C'est une expérience incroyable. C'est comme un shoot de sérénité instantanée, en fait. Et j'ai envie de dire, encore pendant plusieurs jours après avoir vécu cette expérience, on plane encore. C'est-à-dire que ça a un effet de longue durée. Le fait d'observer ces mammifères marins qui, véritablement, entrent en contact avec nous, avec les êtres humains. Et ça m'a beaucoup intriguée, en fait, le fait que non seulement les baleines grises se laissent approcher, mais c'est pas tellement qu'elles se laissent approcher, en fait. Elles-mêmes s'approchent des barques. Elles-mêmes s'approchent des barques et elles viennent se laisser caresser par les touristes, et même parfois assez longtemps. Et elles emmènent leurs petits, les baleineaux, se faire eux-mêmes caresser par les touristes. Et il y a un moment donné où j'ai été totalement déconcertée, c'était la baleine venait se laisser caresser par les touristes, et puis elle s'immergeait, elle allait vers l'avant du bateau, et elle allait saluer le capitaine, comme si elle le reconnaissait, comme si elle avait déjà une relation et qu'elle venait le saluer, voilà, par politesse, parce qu'elle le connaissait déjà. Donc il y a vraiment une relation particulière qui se tisse avec ces mammifères marins. Et donc les baleines grises sont sociables, ce qui n'est pas le cas des baleines bleues qu'on peut observer de l'autre côté de la péninsule, donc ça, dans la mer de Cortés. C'est aussi une zone où les baleines bleues migrent pour se reproduire et pour mettre bas, mais elles n'ont pas du tout tendance à s'approcher des embarcations, mais par contre on peut assez facilement les repérer grâce à leurs jets. Donc elles environ toutes les 5-6 minutes, elles s'immergent et puis elles viennent à la surface respirer, et c'est là qu'on les remarque, en fait, au bruit de leurs jets. Et c'est aussi impressionnant d'une autre façon, c'est-à-dire que là il y a pas le même contact qu'avec les baleines grises, mais les baleines bleues, c'est le plus grand mammifère au monde. Il faut se représenter ça, en fait, la taille d'un autobus. Donc on est dans une barque qui tout à coup devient très très petite quand on voit une baleine bleue à une dizaine de mètres, qui est absolument impressionnante par sa taille, et c'est très différent, je dirais. C'est 2 expériences très différentes, aller voir les baleines grises, aller voir les baleines bleues. Et pour moi, en fait, la question des baleines grises et du pourquoi elles s'approchent des embarcations, ça a été toute une partie du travail que j'ai réalisé pour ce reportage, parce que j'étais vraiment intriguée par cette question, même si c'était pas un point central du reportage. Pour moi, c'était vraiment un mystère de savoir pourquoi les baleines grises cherchent le contact avec les êtres humains. J'ai contacté plusieurs biologistes marins qui travaillent dans cette région de Basse-Californie, et qui eux-mêmes sont déconcertés, en fait, par ce phénomène qui a commencé à se manifester donc à partir du moment où ces 2 lagunes ont été décrétées sanctuaires pour les baleines grises. Donc les pêcheurs de la région, en fait, ont commencé à organiser des excursions, et il y a une interaction qui s'est créée à partir de là, c'est-à-dire que les baleines grises ne se sont pas approchées directement, mais le fait que, disons, que des pêcheurs s'en approchent, il y a eu comme une sorte d'habitude qui s'est créée. Disons que c'est une habitude, c'est un réflexe créé que les baleines transmettent à leurs petits. Le fait de socialiser avec les êtres humains. C'est assez étrange. Enfin, j'arrive pas à l'expliquer exactement, et les biologistes non plus ne peuvent pas l'expliquer. Ils ont plusieurs hypothèses. Il y en a un qui me disait aussi les baleines, en fait, sont très sensibles au son.
et réagissent en fait au son produit par les embarcations. Et puis il y a aussi une autre hypothèse, c'est le fait que les baleines grises, encore plus que les autres baleines, sont couvertes de parasites, c'est-à-dire elles sont couvertes de crustacés qui s'accrochent en fait partout sur leur corps, et ça leur provoque certaines démangeaisons. C'est pourquoi les baleines grises viennent se frotter aux barques et cherchent aussi à se faire caresser par les êtres humains. Comme ces crustacés les démangent, ça les aide à soulager un peu leur démangeaison. Donc elles viennent chercher des gratouilles, en fait, des chatouilles, quoi. Voilà. Donc ils ont plusieurs hypothèses, mais il n'y a pas une hypothèse qui contribue à expliquer véritablement pourquoi les baleines grises, sont aussi sociables avec les êtres humains. Malin le coup des crustacés. Ouais. Pendant ce reportage, il y a eu un autre moment d'émerveillement pour toi. Ça a été la découverte du hameau de Catavinia. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Catavinia, c'est le cœur du désert, en fait. Et c'est vrai que j'ai déjà un petit peu parlé des infinies nuances du désert. Pour moi, c'est vraiment là que ça s'est véritablement révélé, en fait. J'avais déjà fait plusieurs voyages en Basse-Californie, mais toujours dans la partie sud, ou alors à l'extrême nord. Mais j'étais pas vraiment allée au cœur du désert, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la vallée des Cierges, qui est en fait une région enfin la Valle de los Cirios, je traduis ça par cierge, qui est complètement aride. C'est un paysage c'est une région où il ne pleut pratiquement pas. Il fait chaud toute l'année, il fait plus de 40 degrés en été. C'est un des endroits du Mexique avec le plus faible niveau de précipitation. Mais c'est un désert absolument magnifique. C'est-à-dire qu'il y a non seulement une variété infinie de cactus, il y a des oasis en plein désert, et il y a aussi, près de Catavinia, des endroits où on trouve des grottes avec des peintures rupestres. Donc c'est vrai que c'est un endroit, moi, qui m'a semblé absolument sublime, notamment aussi pour cette variété en fait d'arbustes endémiques qui sont les cirios, les cierges, d'où le nom de la vallée des Cierges, qui ne grandissent qu'à cet endroit-là. On n'en trouve ni au nord de la vallée des Cierges, ni entre ces deux parallèles. Je me souviens plus exactement des parallèles, mais les cierges en fait ne grandissent entre ces deux parallèles. D'environ 1 centimètre par an, ils grandissent. Et il y a donc des cierges qui ont plus de 300 ans. Et en fait, c'est un arbuste assez particulier. Je le décris comme une sorte de carotte un petit peu poilue, avec de temps en temps une fleur au sommet. C'est un paysage très très particulier, ces espèces d'arbustes tout élancés en fait, qui parsèment le paysage de la vallée des Cierges, avec toujours cette alternance avec les cactus. Et puis aussi, moi j'étais émerveillée par le fait que on voit un désert, on a l'impression de voir, quand on voit un cactus candélabre, on a l'impression que tous les cactus candélabres se ressemblent, non ? Et les gens de Catavinia nous disaient, mais non, un cactus candélabre de Catavinia, c'est pas comme un cactus candélabre de Sonora. Il faut pas confondre les cactus. Et donc, ils nous expliquaient des différences entre cactus candélabre qui étaient pratiquement en fait imperceptibles à l'œil nu, j'ai envie de dire, et qui pour eux, sont des distinctions qui sont très importantes, en fait. Un petit peu comme, je sais pas, les différentes nuances de blanc pour les Esquimaux, disons. Ce serait l'équivalent. Et aujourd'hui, tu serais capable de différencier ces différents cactus ? Avec les petits trucs que m'ont donné les habitants de Catavinia, peut-être, oui. Parce que c'est vrai que le cardone, donc le cactus candélabre de Basse-Californie, a une forme beaucoup plus arborescente que le saguaro, qui est le cactus candélabre de Sonora. Donc, qui est plus, j'ai envie de dire, qui est non seulement plus massif, mais aussi plus ramassé, et qui a moins d'arborescence, moins de branches. Alors que le cardone en a beaucoup plus, et il est aussi beaucoup plus élancé, beaucoup plus fin, et beaucoup plus... Il atteint une hauteur en fait plus grande que le saguaro de Sonora. Le cardone de Basse-Californie peut dépasser les 20 mètres. Ce qui est c'est très amusant d'ailleurs. C'est la photo typique de Basse-Californie, c'est se prendre en photo devant un cactus candélabre, parce que finalement on est minuscule à côté de ces cactus.
Grâce à toi, on sera devenu expert en baleine et expert en cactus. Merci Emmanuel Stills d'avoir participé au 11e épisode du podcast Géo Retour de terrain. Je rappelle qu'on peut découvrir ton reportage sur la Basse-Californie et les photos de Carla Gachette et Ivan Kaczynski dans le numéro de Géo de décembre. C'est en kiosque jusqu'à la fin du mois et disponible en version numérique en passant par géo.fr. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques, même à distance, et à Emeline Ferrard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Laissez-nous des étoiles, des notes, des commentaires. On est sur toutes les plateformes. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox et depuis peu sur notre appli maison, AudioNow, lancée par M6 et Prisma Media. Et parce que Géo est un magazine qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.